Avec l'ouverture ce mardi à Rennes de ce procès en assises, je vous le disais, de l'un des 13 acquittés, Daniel Legrand. Il doit répondre de viol sur enfant qu'il aurait commis alors qu'il était mineur à l'époque. Son père, on s'en souvient, acquitté, est mort il y a 3 ans. Outreau, souvenez-vous, avait mis le doigt sur une vérité séculaire, celle selon laquelle justement cette vérité sort de la bouche des enfants, une vérité qui s'était effondrée après toutes ces années de procédure. On en parle avec Hélène Romano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychopathologie clinique, vous êtes l'auteur de L'enfant face au traumatisme chez Duno, de Je suis victime aux éditions Philippe Duval. Hélène Romano, est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années de procédure, après ce précédent judiciaire, est-ce qu'on se méfie de la parole des enfants ? Il y a eu un avant, un après Outreau, c'est très clair, avec beaucoup d'enfants victimes maintenant qui ne sont plus entendus et une suspicion généralisée de la parole de l'enfant. Alors on est passé peut-être d'une sacralisation excessive à une diabolisation de la parole de l'enfant, mais surtout parce qu'on n'a pas pu entendre les enfants correctement. Il ne faut pas oublier que les enfants d'Outreau sont souvent stigmatisés comme des enfants menteurs, alors que ce sont des enfants qui ont tous été reconnus victimes, ça on l'oublie. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler, que pour les enfants victimes, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire qu'on entend les avocats de la défense dire « oui, mais ça sert à quoi d'en parler maintenant ?» C'est imprescriptible quand les enfants, même devenus adultes, 10 ans, 15 ans après... Mais comment on fait la part des choses, justement ? Comment on fait la part des choses ? C'est que des enfants victimes vont être en capacité de témoigner d'éléments sensoriels. Et là, on voit bien le décalage entre ce qui est mis en avant par les avocats de la défense, en disant les révisionnistes, c'est pas possible, ils n'ont jamais cité le nom de Daniel Legrand. Il faut quand même avoir notion que quand un enfant est violé, sodomisé, dans des situations collectives, comme ça a été le cas pour ces enfants-là, ils ne demandent pas la carte d'identité des auteurs. Donc les enfants ont donné des éléments sensoriels, des éléments de détails physiques qu'ils ne pouvaient pas inventer. Justement, physique, des détails d'anatomie. Ce qu'ils ont ressenti, tout ça. Non, des éléments de ce qu'ils ont pu voir, de spécificité physique, du sexe, des choses que vous n'allez pas pouvoir inventer. Mais la carte d'identité, ils ne l'avaient pas. Donc, ils n'ont peut-être pas nommé, on ne leur a pas posé la question forcément. Donc là, on voit bien le décalage. Sauf s'ils connaissent les agresseurs. Sauf s'ils connaissent l'agresseur, mais ils peuvent connaître l'agresseur sans avoir son identité. Ils peuvent le décrire, le connaître sans avoir l'identité. Et on voit là le décalage quand on parle de la parole de l'enfant, du témoignage de l'enfant, entre les représentations des adultes, ce qu'ils en attendent, et ce que les enfants peuvent donner. Les enfants, ils vont donner des éléments de ressenti. Et c'est aux adultes d'être précautionneux, d'être attentifs pour recontextualiser. Et là, on parle et comme on remet en avant la question de la parole, le témoignage des enfants victimes, on voit bien que c'est insupportable l'enfance d'en entendre parler. Dès qu'on en parle, on a des avocats, des ténors du barreau, acquittateurs et compagnie, qui vont dire, voilà, ce sont des révisionnistes. Je rappellerai juste que s'il n'y avait pas eu des révisionnistes, il y a certains procès, entre autres, il y a certains, je pense à Dreyfus, il aurait fini au bagne. Donc, révisionniste, c'est-à-dire reprendre des situations, comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ce procès n'a pas eu lieu il y a 10 ans ? On n'en parlerait plus, il n'y aurait pas toutes ces reviviscences pour les victimes, pour Monsieur Legrand. Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que la parole des enfants n'a pas été entendue il y a 10 ans et qu'il y a eu cette espèce d'accord secret pour pas que le procès ait lieu ? C'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Et non pas sur ce que vous dites, sur ces accusations de révisionnistes. Et là, c'est une réponse que vous donnez à Maître Dupond-Moretti qu'on entend depuis ce matin. Je peux en parler en direct avec lui, avec Maître Dupond-Moretti. Je le vois aux assises mardi prochain, mais on voit bien que ça empêche de penser les choses. S'il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de problème à rediscuter de ça. Alors, on en revient justement sur cette problématique des enfants, de cette parole des enfants. Et c'est Pierre qui nous appelle du département de l'Isère. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour, merci de m'inviter à la parole. Moi, j'ai une formation de psychologue, donc ça me touche beaucoup. Et je suis assez d'accord avec l'interlocutrice, dont je ne me souviens pas le nom, qui a dit qu'effectivement, la parole sensorielle des enfants est très importante. Le souvenir sensoriel d'actes subis, sexuels, d'attouchement ou même de plus sodomie ou vraiment d'actes sexuels véritables sont extrêmement gravés dans la mémoire et restitués. Et là, on peut citer le proverbe la parole sort de la bouche des enfants. Là, il n'y a pas de problème. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec elle sur ce côté un peu anonymat. Ces agresseurs, bien entendu, sont difficiles à identifier pour ces enfants. Et je rajouterai une chose, c'est qu'à la limite, il vaut mieux pour un enfant avoir été agressé par un véritable agresseur qu'avoir été agressé par un membre de la famille ou quelqu'un de proche. Dans la mesure où la confusion est d'autant plus grande, parce que quand on a quelques années d'existence, on ne fait pas la distinction entre le bien et le mal qu'on nous fait, même si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque
quelque chose qui n'est pas tout à fait normal qui se déroule, mais l'agression d'un étranger aura un impact peut-être plus conscientisé que l'agression de quelqu'un qui est proche, alors justement, pour qui il y a une confiance dès le départ qui fait que l'enfant ne comprend pas, va rentrer vraiment dans une confusion. Merci Pierre. Justement, sur ce dernier point, Oui. c'est très intéressant, Hélène Romano, ce que nous dit Pierre. Mm. Des précisions sur ce dernier point. Oui, au niveau des recherches que l'on fait sur le devenir des victimes, on sait parfaitement que l'impact traumatogène, c'est-à-dire les troubles, sont d'autant plus forts que les actes de nature sexuelle, sont commis par des proches censés sécuriser, protéger l'enfant, et durs. Donc là, on est vraiment dans un contexte où, pour les enfants de lait devenus jeunes adultes maintenant, les contextes étaient ceux de viols collectifs avec plusieurs adultes. Alors, il y en a 4 ou moins qui ont eu des peines de prison, qui ont été condamnés. Et encore une fois, c'est très compliqué de savoir qui est en train de vous sodomiser. Vous n'avez pas forcément c'est vraiment une représentation d'adulte que de s'imaginer, mais il aurait dû donner l'identité. On voit bien le décalage et aussi l'instrumentalisation qui est faite auprès de la population française. Les Français sont quand même pas des benets. Ils peuvent bien comprendre que ne pas pouvoir donner l'identité d'un auteur qui vous viole, qui vous sodomise quand vous avez 5-6 ans, mais pouvoir décrire les violences subies, les Quand l'enfant ressentis. pense que c'est du bien qu'on lui fait. Ou Là, en c'était tout cas, pas le cas. Dans le cas de l'affaire Doutreau, les Certainement. enfants étaient dans mais des justement, contextes parce de qu'on parlait du bien et du prostitution. mal, ça m'intéresse beaucoup, Alors, justement, cette problématique. Dans les contextes d'inceste, je pense que monsieur fait référence à ça, on a différents contextes d'inceste, certaines fois dans un contexte de séduction et de violences sexuelles qui sont imposées à l'enfant, mais dans un contexte de séduction, d'emprise, où l'enfant est placé dans une confusion justement des sens, où il cherche de l'affection et il peut y avoir des dérives et des agressions graves commises C'est ça par qui est un terrible. proche, Ouais, pour une aussi. personne. Dans l'affaire des Doutreau. Doutreau, c'était une situation de proxénétisme, de viol collectif, c'est tout à fait autre chose qu'un acte commis par une Il n'y personne a aucun facteur indépendante. bien, on est d'accord là-dessus. Voilà, tout à fait. Ouais. Une question derrière vous, Hélène Romano. Oui, Monsieur, j'aimerais savoir quand les enfants ont menti, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il faut leur parler, leur dire bon, tu as menti, comment on s'en occupe après? J'insiste sur trop, les enfants n'ont pas été considérés comme menteurs. Ils ont été reconnus victimes. Oui, hein. dans ce C'est ce cas-là, qu'on a mais dit les justement, il y a eu avocats. d'autres Quand il y a eu ce cas, problème. Il peut y d'autres avoir cas. d'autres situations. Alors, on essaye de comprendre quand la parole de l'enfant n'est pas... Alors, le mensonge, c'est important d'expliquer. Ça peut être une non-compréhension de la parole de l'enfant, ça peut être une interprétation de sa parole de l'enfant. Par exemple, l'enfant va lui demander est-ce que ça s'est passé souvent. Il va dire oui, en fait, ça s'est passé qu'une fois. C'est un menteur. Simplement, souvent, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il était grand, il était fort. En fait, il avait le même âge, il était plus d'un que lui, mais il avait tellement peur qu'il s'imaginait qu'il était grand. C'était la nuit, oui, mais en fait, il était 16h au mois de décembre. C'est un enfant menteur. Donc, des fois, c'est une incompréhension, une mauvaise représentation, une mauvaise évaluation de la parole de l'enfant. Et ça, c'est très important de le dire et de former, parce qu'on ne forme plus actuellement en France les professionnels pour entendre les enfants. Et ça, c'est vraiment un très problème, dommageable. ouais. C'est très dommageable, oui. Parce qu'il y a quand même des recommandations sur les auditions de petits, d'enfants, d'ados, qui ne sont Certainement. pas du tout appliquées actuellement, ou plus appliquées faute de moyens et de volonté. Parce qu'on dit que écoutez, les enfants, ça ne sert plus à grand-chose. Et après, quand vraiment un enfant, on a certaines fois des enfants qui vont accuser un beau-frère et pas un beau-père, il y a souvent une explication, ça n'est jamais anodin. Et dans les études qui ont été faites de fausses allégations, c'est moins de 4% des situations, et c'est dans des contextes très particuliers, moins de 4%. Donc quand on dit les enfants sont menteurs, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites qui, très concrètement, attestent que c'est extrêmement rare. Sur la procédure, je reprends la question de monsieur, c'est-à-dire qu'on fait un contre-interrogatoire, c'est-à-dire on reprend l'enfant en lui disant tiens, tu vas te rasseoir ici et tu vas nous réexpliquer ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, c'est caricatural ce que je dis, non, mais c'est pas, vous êtes tout à fait dans le juste, et même encore, vous êtes très bienveillant, parce qu'actuellement, on voit sur certaines brigades des mineurs, les enfants, des fois petits, sont interrogés en disant maman, tu m'as menti, tu vas me dire la vérité. Donc l'enfant, il est face à des adultes qu'il ne connaît pas, qui l'interpellent, et les enquêtes, ça va être justement de voir est-ce qu'il tient, même si on fait pression sur lui. Vous imaginez déjà, quand vous êtes adulte, c'est juste insupportable, et quand vous êtes petit face à un adulte que vous ne connaissez pas, on vous demande de parler, le fait de parler, vous avez les reviviscences, tout ce qui revient de la violence de ce que vous avez subi, c'est juste une survictimisation. Donc il y a un véritable problème, et très souvent c'est la parole qui est mal prise en compte, plus que l'enfant qui ne dit pas tout à fait les choses je vous en prie, comme les adultes voudraient qu'ils les entendent. C'est le décryptage qui est mauvais. Une précision au cours de ce débat, puisque c'est important. Jamais les enfants de lait n'ont mis en cause Daniel Legrand dans la procédure. C'est ce que nous dit Lionel Gougelot, notre correspondant, qui a suivi ce procès. Oui, mais ça c'est très très intéressant de voir la dérive comme ça qui est faite sémantique. C'est ce que le nom ne vient pas dans la procédure, il vient dans la procédure de shérif quand même. Ça, il faudra quand même voir le dossier. Mais les autres enfants non, parce que la question n'a pas été posée déjà. Ils ont décrit physiquement
Mais le nom n'a pas été posé, c'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, Donc le procès va permettre de le savoir. Attention aux amalgames et surtout, Tout à fait. je note, Hélène Romano, l'appel que vous avez fait tout à l'heure, puisque c'est une forme d'appel, il y a de moins en moins de spécialistes, des gens Tout à qui sont fait. formés à l'écoute des enfants dans ce genre de cas absolument tragiques. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle vos 2 livres, L'enfant face au traumatisme chez Dulot et Je suis victime aux éditions Philippe Duval.